Bonjour les fans d'anime, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on va plonger dans la deuxième partie de l'anime précédent. Alors prenez vos snacks et préparez-vous à un voyage fou avec un overdose d'action non-stop. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nos héros sont attaqués par des robots monstres avec des armes inconnues. Mais Stan réussit à les sauver et à les amener en voiture qu'elle conduit avec son téléphone. La fille déclare que les monstres sont certainement des esprits destructeurs, mais qu'ils sont faibles, alors Dora et la Ficha se lèvent pour les combattre et avec un peu d'aide, elles parviennent à abattre l'un des 4 robots. C'est alors que les 3 autres s'énervent et encerclent leur voiture pour faire pleuvoir des balles dans le ciel. Mais Eiji parvient à les protéger grâce à ses pouvoirs d'invocateur. Les robots n'abandonnent pas et lancent des roquettes pour détruire le pont sur lequel la voiture roule. Dora utilise ses ailes pour essayer de les sauver de la chute, mais les enfants sont trop lourds et elle ne parvient pas à les retenir tous. Les robots les rattrapent et on les voit se préparer à une attaque féroce, mais Stan commande un pick-up et frappe les robots avec. Les destructeurs font facilement exploser le camion, mais cela fait partie du plan. Stan convertit tous les petits morceaux pour faire un méga robot et commence à le contrôler à l'aide d'une télécommande. Elle détruit alors les 3 ennemis d'une manière impressionnante, mais son robot est touché, ce qui entraîne son autodestruction à cause d'une fuite d'huile. Après cette bataille, Stan se révèle être un garçon déguisé, un génie qui a choisi d'être un observateur. Et si vous ne comprenez toujours pas ce que veut dire un observateur et un destructeur, vous en trouverez dans le lien de la partie précédente une explication détaillée. Plus tard, elle les amène voir son laboratoire secret et leur explique que les destructeurs s'emparent des pouvoirs des observateurs, ce qui explique ce qui s'est passé cette nuit-là dans la maison d'Anna, puisqu'elle est remplie d'esprits d'observateurs. Le génie continue d'expliquer que les destructeurs sont devenus de plus en plus actifs depuis le jour où Dora a été invoquée. Comme si tous les esprits invoqués endormis s'étaient réveillés ce jour-là. Stan ne croit pas aux coïncidences, il insiste donc pour creuser un peu là où les combats ont eu lieu afin de trouver d'autres indices. Le groupe retourne au manoir d'Anna, où Stan utilise un nouvel appareil pour recréer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il en conclut qu'un destructeur appelé Ruthless est apparu d'un vortex ouvert par un autre invocateur qui a manifestement tout déclenché. La seconde attaque a eu lieu dans le jardin par la femme au pistolet qui s'appelle Flame, une invocatrice élémentaire de feu. Ensuite, nous voyons le frère du chat qui selon Stan s'appelle Crow, un invocateur d'animaux. Ils comprennent alors pourquoi Eiji s'est soudainement souvenu de sa mère pendant la bataille. Tout cela est arrivé à cause d'un invocateur appelé Space. Le 6e membre, Shadow, se révèle être un invocateur d'illusion au sang-froid. La plupart de ces destructeurs ont attaqué le grand-père d'Anna, et leur chef, le 7e membre, est celui qui a porté le coup fatal en invoquant le faucheur, s'appelle Heart. En avançant, il trouve un grand trou et décide de l'explorer. Alors qu'il marche à l'intérieur, Stan explique que la famille d'Anna, qui fait partie des observateurs, a rassemblé et scellé des milliers d'esprits invoqués. Arlan était l'invocateur le plus fort et le plus compétent dont Stan n'a jamais entendu parler, et si le combat avait été équitable cette nuit-là, le grand-père aurait écrit l'histoire. Soudain, Eiji trouve un morceau du corps de Ruthless tombé pendant le combat. La Ficha reconnaît son odeur et il décide de le retrouver. Stan leur dit que leur ennemi est à 300 km, alors en chemin il décide de déguster du ramen chaud préparé par Eiji. Notre garçon commence à leur raconter sa vie, comment il n'a jamais eu d'amis et comment il s'est retrouvé à vivre seul après la disparition de ses parents. Dora dit que le garçon a de la chance de se souvenir au moins de l'apparence de ses parents, car elle ne se souvient de rien de son passé. Stan révèle qu'après avoir scanné le corps de Dora, il s'est rendu compte que ses souvenirs étaient scellés et qu'ils doivent donc trouver celui qui a fait cela afin de les libérer. Le lendemain matin, le groupe arrive à destination. Il commence à explorer la forêt et tombe sur un village abandonné. Alors qu'il marche avec crainte, il découvre une maison entourée d'une mer de fleurs rouges, qui est probablement la cachette du destructeur. Les enfants décident d'observer la maison de loin et soudain, un fermier apparaît. Il le soupçonne mais au bout d'un moment, il ne voit plus aucun danger. Et Eiji décide donc de se rapprocher de son esprit afin d'en savoir plus sur cet homme. Le garçon fait semblant d'être un étudiant venu dans la forêt pour un travail en terrain, et l'homme se montre très généreux et gentil. Il leur offre même un panier repas et leur révèle à quel point il est heureux de voir enfin un être humain. Les gens ne passent pas vraiment dans cette zone. L'homme est aussi un grand fermier, car c'est lui qui a planté toutes les fleurs que nous voyons, et au bout d'un moment, il décide de raconter l'histoire de la façon dont il a pu les planter. Il y a bien longtemps, vivait une jeune fille qui rêvait de cultiver les fleurs, mais elle est malheureusement morte avant d'avoir vu les belles couleurs. Alors notre homme a décidé d'hériter de son dernier vœu et voici le résultat. Soudain, le vent se met à souffler rapidement et le fermier montre de façon inattendue un visage totalement différent, puis se transforme en Ruthless le destructeur. Il attaque immédiatement les membres du groupe, montrant une obsession pour les fleurs. Nos héros l'attaquent à leur tour, mais leur effort reste vain car ils ne parviennent même pas à pénétrer sa peau. Stan trouve une meilleure idée et utilise sa technologie pour former un clone d'ombre, la chose qui perturbe le destructeur. Pendant ce temps, Dora charge son pouvoir. Il découvre alors que Ruthless est celui qui a tué les villageois et qu'il a planté ses fleurs pour cacher les squelettes, ce qui réveille le vrai pouvoir de Dora et permet à Eiji de lancer une attaque destructrice. Une scène féroce s'ensuit dans laquelle on voit le destructeur souffrir contre Eiji qui est sur le point de le poignarder.
Avec un marteau, notre garçon réussit à briser la chaîne qui était sur la poitrine de l'homme. Et alors que tous les garçons s'apprêtent à l'achever, le fermier se présente sous le nom de Moudou et commence à raconter sa véritable histoire. L'homme a vécu une enfance très difficile car il était maudit depuis longtemps et son peuple a décidé de l'enchaîner seul et l'abandonner à la fin jusqu'à la mort. Cependant, une jeune fille appelée Awa, ignorant tout ce que les gens disent, partageait son repas avec lui tous les jours. Ces deux-là ont passé beaucoup de temps ensemble à jouer et à parler. Le garçon s'est rendu compte à quel point Awa voulait transformer la forêt de pierre en une mer de fleurs. Ils grandissaient et leurs rêves grandissaient avec eux, mais tout a changé lorsque la famine a frappé le village et que les gens ont commencé à le blâmer pour ce malheur. À la fin, ils ont tous décidé de le tuer et malgré toutes les rumeurs, Awa est resté à ses côtés pour le défendre, mais les choses ont empiré et elle a fini par se faire tuer devant lui. La colère de Moudou a atteint son apogée et il s'est transformé en bête, tuant sans pitié les villageois pour se venger. À la fin de la journée, il a détruit tout le village et enterré ses habitants. C'est pourquoi les roses sont rouges et les squelettes sont apparus au milieu de leur combat. À ce moment-là, les destructeurs sont apparus et lui ont donné les chaînes que nous avons vues pour freiner son esprit parasite. Ils lui ont dit qu'une fois les chaînes brisées, le véritable esprit maléfique sera libéré, et c'est ce qui se passe maintenant. Les chaînes commencent à se briser et le véritable monstre qui vivait à l'intérieur de Moudou est enfin libéré. Nous voyons son corps être recouvert de rochers, formant un golem encore plus grand que celui de Ruthless. En voyant cela, Stan révèle que l'homme est mort et que le golem attaque instinctivement. Les observateurs l'attaquent un par un, mais ils sont tous blessés, à commencer par la Fisha. Cependant, Dora et son maître parviennent à libérer un énorme pouvoir et nous les voyons travailler en harmonie pour attaquer l'énorme bête de pierre. Iji invoque une grande lance et tente de transpercer le golem mais il échoue. Il décide alors d'invoquer une plus grande épée pour terminer la bataille mais celle-ci échoue étonnamment. Et le garçon est jeté au loin. Le garçon s'évanouit et commence à vivre ce qui ressemble à un rêve où il se retrouve à côté des souvenirs scellés de Dora avec la capacité de les détacher, ce qui permet à l'esprit de gagner plus de pouvoir dans la vraie vie. Le golem voit son âme en mort à travers les yeux de Dora qui tente de sauver son maître. Il s'enflamme et attaque une nouvelle fois. L'esprit aux cheveux roses résiste au début, mais ensuite elle invoque un grand nombre de lames et les fait pleuvoir sur le golem. Puis elle invoque une énorme épée et la fait tomber en plein sur le corps du golem, mettant fin à la bataille par cette explosion. Après leur départ, nous voyons le destructeur arriver sur les lieux pour observer le cadavre de leur coéquipier. Dans le vin de Stan, on voit Dora essayer de soigner les blessures d'Eiji et le génie s'occuper du chat blanc. Soudain, les destructeurs apparaissent et scindent le van en utilisant une lame d'ombre, et le chasseur semble être devenu la proie elle-même. Une scène intense se suit où les observateurs sont jetés et la femme au pistolet abat à la fois Stan et le chat. La suite n'est pas meilleure, les destructeurs s'emparent d'Eiji et le réduisent en miettes. Le garçon se retrouve dans ce qui semble être l'espace. Une voix lui dit qu'il se trouve dans l'espace entre le temps et l'espace, une dimension totalement différente. Un personnage étrange apparaît ensuite et explique que notre garçon est mort dans le monde d'où il vient, tout comme ses amis, et que les destructeurs ont absorbé les esprits invoqués et leurs souvenirs. Nos garçons ont échoué et ils ont dû payer le prix fort. Mais Eiji a de la chance cette fois-ci, et l'étrange personnage s'avère être son père, qui lui donne une nouvelle chance de vivre et de sauver ses amis, en lui promettant de le retrouver à la fournaise des démons. Le garçon ouvre les yeux, avec 3 minutes supplémentaires avant que tout ne se passe. Il réussit à tendre un bon piège au destructeur pendant qu'il change de voiture. Stan révèle qu'un des esprits maléfiques a été pris dans l'explosion, ce qui signifie qu'ils sont maintenant furieux et assoiffés de vengeance. Ils se précipitent ensuite vers Anna, mais la seule chose qu'ils trouvent est une lettre d'elle, leur demandant de la suivre jusqu'à la fournaise des démons. Dans l'hélicoptère privé d'Anna, le chat semble avoir une idée de cet endroit étrange, disant que c'est là que tous les invocateurs se rendent pour participer à un rituel afin de devenir plus fort. Heureusement, Anna leur a laissé les coordonnées de cette arène, alors sans perdre de temps, ils suivent ce qui est écrit sur la lettre. Sur leur chemin, ils rencontrent une tempête dans l'océan, mais ils s'en sortent et atteignent une magnifique île secrète. Cependant, ce beau moment ne dure pas et un destructeur apparaît juste derrière Eiji et coupe l'hélicoptère. Stan, comme prévu, reconstruit un robot à partir des morceaux et aide ses amis à attaquer Shadow. Mais elle s'échappe par un vortex et ses coéquipiers apparaissent juste après. Une série d'attaques est lancée sur le robot qui s'écrase et nos héros tombent sur l'île. La bataille va donc apparemment se dérouler au sol, mais quand personne ne s'y attendait, une fille en costume de lapin apparaît et marque les observateurs avec des cartes rouges. Elle se présente comme l'administratrice, Bonnie, et leur fait comprendre que tant qu'ils sont là, à la fournaise du démon, les combats hors de l'arène sont interdits. Le chef des destructeurs l'écoute étonnamment et emmène ses amis. Pendant ce temps, les observateurs n'arrivent pas à croire qu'ils sont en sécurité et poursuivent leur voyage pour retrouver Anna. En chemin, ils rencontrent un marchand ambulant appelé Richard, monté sur un caméléon. Il leur propose de les amener en balade et leur explique que ce pays est parfaitement sûr tant qu'ils n'enfreignent pas les règles. Nous apprenons plus tard que cet endroit a été construit par les observateurs et les destructeurs à la suite d'une négociation visant à éloigner leur combat du monde. Ils ont créé une arène sûre où leur combat a été réglé pacifiquement en accord avec les règles de l'île. Après un certain temps, ils atteignent la ville de la Fournaise
Mais Richard semble préparer quelque chose de louche. Il les invite à boire une tasse de soda curatif, mais sans leur dire qu'il s'agit d'une boisson qui crée une dépendance. Les garçons s'amusent à boire une bouteille après l'autre, sans savoir ce qu'ils boivent. Plus tard, l'homme les amène faire un tour en ville où ils voient des gens et des magasins. Nos héros décident donc d'aller acheter quelques vêtements avant de se rendre à l'arène, mais pour y entrer, ils doivent réussir l'une des 4 épreuves portant sur l'argent, la beauté, la force et la réputation. Stan franchit la première porte après avoir piraté l'un des systèmes bancaires et volé l'argent. Dora prend son maître et passe par la porte de la beauté, tandis que la ficha passe par celle de la force. Mais Richard le marchand réussit le test de la réputation. Les garçons se demandent comment un marchand peut être aussi célèbre, sans savoir qu'il s'agit d'un célèbre criminel, l'un des 10 plus recherchés au monde. Bonnie commence à décrire l'arène pour les invocateurs en disant qu'elle a 100 étages. Elle les fait descendre par un ascenseur et explique que les combats sont de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on descend, mais que les récompenses sont de plus en plus importantes. On aperçoit ensuite Iji se demander dans laquelle des étages il verra son père. À la fin, Bonnie les informe que le premier tour d'élimination commencera le lendemain et qu'ils doivent se préparer. Nos héros semblent affamés et se précipitent pour goûter la nourriture de l'hôtel, sans savoir que la compétition a déjà commencé et que la nourriture peut être empoisonnée. Nous voyons les enfants s'amuser dans la piscine, mais Bonnie annonce que Anna est déjà passée à l'étage 11 grâce à sa performance exceptionnelle. Les enfants s'endorment après un bain relaxant, sans savoir que les chambres sont pleines de pièges. Eiji et Dora sont surpris lorsque la pièce se transforme en piège et commence à s'enfermer. Il essaie de s'échapper, mais les portes et les fenêtres ont été scellées, les couteaux et les armes sont inutiles, alors le garçon demande à Dora de conjurer une clé et s'échappe de justesse. À l'extérieur, ils observent comment tous les autres concurrents font face à la même chose. Certains d'entre eux parviennent à percer leur chambre en utilisant leurs capacités, mais les autres se font tuer. Nos héros sont tous sains et saufs, et le maître du premier étage annonce le début du spectacle. Il annonce qu'il n'y a pas de règle dans cette épreuve et qu'il suffit de remplir une seule condition pour gagner, qui est de quitter l'hôtel en vie. Le groupe commence à courir et rencontre de nombreux pièges sur son chemin. La plupart des invocateurs ne passent pas, mais nos enfants parviennent à atteindre une porte qui semble être la sortie. Différentes notes sont écrites sur le mur, les avertissant de bien réfléchir avant d'ouvrir, mais n'ont pas d'autre choix, et heureusement cette porte s'avère être la vraie sortie. Derrière cette porte, ils rencontrent le maître de l'étage, Renaud, qui les félicite ainsi que les 29 autres survivants d'avoir passé avec succès le premier test. Il leur offre ensuite tous un coffre au trésor en bois, en guise de récompense. Certains coffres contiennent de l'or et d'armes, d'autres rien. Le coffre d'Eiji contient 3 éclats de cristal et une bague de safran. Stan ouvre son coffre et le trouve rempli de bombes, et Renaud attendait ce moment pour les envoyer au 2e étage. Le maître du 2e étage est Bonnie. Elle révèle une piste de course géante et informe les invocateurs que 20 tours sont nécessaires pour passer au 2e étage. Cependant, seuls les 15 premiers participants à la ligne d'arrivée gagnent. La course commence pendant que les destructeurs réveillent un énorme monstre pour leur prochaine bataille contre nos héros. De retour à la course où les concurrents se débrouillent très bien et Stan utilise une fusée militaire pour passer devant tout le monde. Et je remarque que certains participants essayent de poser des problèmes à ceux qui sont en tête et l'un d'entre eux pointe son arme sur Dora. Cependant, elle parvient à dévier ses propres balles sur lui, ce qui lui fait perdre non seulement le jeu, mais aussi la vie. Bonnie observe les candidats et la piste est en feu. On voit quelques candidats se battre entre eux et après un moment, Bonnie annonce qu'il reste moins de 15 candidats et qu'ils n'ont plus qu'à atteindre le but pour gagner. Pendant ce temps, les destructeurs s'enchaînent les uns contre les autres et Dream révèle qu'elle s'est faufilée dans les fournaises des démons, mais qu'elle n'a pas pu entrer dans l'arène. Cependant, elle a apporté une télévision antique où ils peuvent regarder la compétition de la fournaise. Le 3e étage se révèle être un concours de cuisine et bien sûr, Eiji les impressionne avec son ramen. La femme au pistolet finit par tirer sur la télévision en disant que ces compétitions sont ridicules. Alors leur patron arrive et décide d'envoyer les filles d'arbre dans la fournaise mais avec un compagnon. Bonnie montre la quantité d'énergie spirituelle qu'elles ont accumulée pendant toute la compétition et les anciens lui ordonnent d'activer le programme de sacrifice. On comprend pas ce que cela signifie et on la voit simplement se rendre au 100e étage où est suspendue une femme enchaînée qui se révèle être la maîtresse de tous les invocateurs, la reine Pandora. Et on comprend que la jeune fille continue à donner de l'énergie spirituelle dans l'espoir de réveiller la reine un jour. On est arrivé à la fin de la première saison de cet incroyable animé qui nous laisse avec un sentiment d'excitation pour la suite. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!